Mes parents ont disparu avec ma sœur surdouée, m'abandonnant à l'âge de 14 ans. J'ai 34 ans et je suis illustrateur de livres pour enfants basé à New York. Ma dernière série, Rêve en aquarelle, figure depuis 12 semaines consécutives sur la liste des best-sellers du New York Times. Mon exposition en galerie, Souvenirs d'enfance et coups de pinceau, est actuellement en tournée dans les grandes villes du pays. Mon travail a été présenté dans The New Yorker et j'ai récemment remporté la médaille Caldecott pour mes illustrations dans Le Jardin oublié. Mais ma vie n'a pas toujours été couronnée de succès. Il y a 20 ans, j'étais un garçon de 14 ans qui adorait l'art mais qui entendait constamment qu'il n'avait aucune valeur. Hier, mon passé m'a brutalement rattrapé lorsque mes parents, absents depuis 20 ans, sont soudainement réapparus dans la maison de ma grand-mère où je séjournais entre deux tournées d'exposition. Ils se tenaient là, avec des sourires forcés et des vêtements de marque qui ne parvenaient pas à dissimuler leur désespoir, m'appelant par mon prénom comme si les 20 dernières années d'abandon n'avaient jamais existé. Ces mêmes parents m'avaient laissé seul dans une maison vide à 14 ans, emmenant ma sœur avec eux. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ma famille et comment nous en sommes arrivés là. Mes parents étaient l'incarnation de l'élitisme académique dans les cercles éducatifs compétitifs de Boston. Ma mère, diplômée de la Harvard Medical School, travaillait comme chercheuse médicale à l'hôpital Massachusetts General, publiant de nombreux articles dans des revues médicales prestigieuses. Mon père, diplômé de Yale, enseignait la chimie avancée dans l'une des écoles préparatoires les plus compétitives de la Nouvelle-Angleterre. Il croyait fermement que la valeur d'une personne était déterminée uniquement par ses diplômes académiques et son potentiel de revenus futurs. Depuis mes premiers souvenirs, notre maison ressemblait plus à une institution académique prestigieuse qu'à un foyer. Les murs étaient recouverts de récompenses académiques, de journaux médicaux et de certificats d'excellence. Les discussions à table tournaient autour des taux d'admission dans les universités de l'Ivy League et des derniers articles de recherche. Mes parents organisaient régulièrement des dîners où ils exhibaient les succès académiques de ma sœur devant leurs amis tout aussi élitistes. Ma sœur était leur joyau précieux, des scores parfaits au SAT dès sa première année, des A dans toutes ses classes avancées et présidente à la fois du club de sciences et de l'équipe de mathématiques. Elle était destinée à entrer en faculté de médecine dès qu'elle avait appris à lire. Et à son crédit, elle excellait naturellement en académique, bien que je l'ai parfois surprise à regarder avec envie le terrain de basket pendant ses heures d'études obligatoires. Mais j'étais différent. Dès que j'ai pu tenir un crayon, j'étais attiré par l'art. Tandis que les autres enfants apprenaient leurs lettres de l'alphabet, je créais des histoires entières à travers des images. Mes enseignants de maternelle louaient mes talents artistiques, mais mes parents les rejetaient en disant que c'était mignon mais inutile. Ils insistaient pour me faire utiliser des cartes éducatives et regarder des vidéos pédagogiques, mais je retournais toujours à mon carnet de croquis. Au collège, l'écart entre les attentes de mes parents et ma réalité devint un gouffre béant. Mes notes étaient extrêmement inégales. Je pouvais obtenir un A+ en littérature lorsque nous étudions la poésie et les images, mais j'avais du mal à réussir en algèbre, malgré des heures de cours particuliers imposées. Le cours d'art était mon sanctuaire. J'ai remporté 3 années consécutives le concours de jeunes artistes de l'État, mais mes parents n'ont jamais assisté à une seule cérémonie. Monsieur Thompson, mon professeur d'art à l'école Franklin Middle School, fut mon premier véritable soutien. Il reconnaissait non seulement mes compétences techniques, mais aussi ma manière unique de raconter des histoires à travers des images. Tu as un don, me disait-il, restant après les cours pour m'enseigner de nouvelles techniques. Ton art touche le cœur des gens. Il a essayé à plusieurs reprises de contacter mes parents, leur envoyant des notes à propos de bourses d'études en école d'art et des opportunités de carrière future dans l'animation et l'illustration. Ces notes finissaient toujours à la poubelle, souvent accompagnées d'un soupir caractéristique de mon père. Le contraste entre la vie de ma sœur et la mienne devenait de plus en plus évident à mesure que nous grandissions. Elle avait des professeurs particuliers pour chaque matière, participait à des camps d'été académiques dans des universités prestigieuses et recevait de nouveaux vêtements pour chaque réussite scolaire. Pendant ce temps, je portais ces vêtements usés, malgré le fait que j'étais un garçon, mangeais les restes des repas familiaux aussi je ne devais pas les sauter pour me concentrer sur mes études et passer mes étés seul dans ma chambre pendant qu'ils emmenaient ma sœur visiter des campus universitaires. Les rares moments lumineux à la maison étaient ceux que je partageais avec ma sœur. Parfois, elle se faufilait dans ma chambre tard le soir, apportant des collations de ses sessions d'études et m'aidant avec mes devoirs de mathématiques. Tes dessins sont incroyables, murmurait-elle en feuilletant doucement mon carnet de croquis. J'aimerais pouvoir créer quelque chose comme ça. Ces moments de connexion étaient précieux, mais teintés de la conscience que me soutenir ouvertement l'exposerait aux critiques de nos parents.
La vie à la maison devenait de plus en plus isolée. Mes parents cessaient de reconnaître ma présence, sauf pour souligner un nouvel échec académique. Ils installèrent une machine à laver dans le sous-sol avec une vidéo explicative à côté, leur façon de me dire que je devais gérer mon propre linge. Les repas devinrent quelque chose que je devais improviser avec ce que je trouvais dans le réfrigérateur quand ils n'étaient pas là. Ma chambre devint à la fois mon sanctuaire et ma prison, remplie de fournitures d'art que j'avais achetées en collectant des matériaux recyclables et en travaillant dans les jardins des voisins. Puis vint ce mardi d'avril, le jour où tout changea. Monsieur Thompson venait de revoir mon portfolio et était extatique. C'est du travail de niveau universitaire, déclara-t-il, me montrant des brochures de différentes écoles d'art. Avec ton talent, tu pourrais obtenir une bourse complète. Pour la première fois je sentais que mon avenir avait enfin des possibilités réelles. Je me souviens d'être rentré chez moi en flottant presque, l'esprit rempli de rêves d'école d'art et d'un futur où je pourrais être moi-même. Mais en ouvrant la porte d'entrée, la maison semblait différente, vide. Les sons habituels de la musique d'études de ma sœur et des frappes de clavier de mon père étaient absents. Le silence était assourdissant. Sur la table de la salle à manger, la même table où je n'avais pas le droit de manger avec eux, se trouvait une note. L'écriture, précise et froide, était celle de mon père. Ta sœur est transférée dans une nouvelle école. Nous avons rendu cette maison habitable pour toi. C'était tout. Pas d'explication. Pas d'information de contact. Pas d'au revoir. Ils avaient emmené ma sœur et m'avaient laissé derrière, comme un vieux meuble inutile dans une maison abandonnée. Je me suis effondré là, dans le couloir, mon portfolio éparpillé sur le sol, mes dessins se mêlant à mes larmes. Les heures ont passé alors que je restais là, essayant de comprendre ce que j'avais bien pu faire pour mériter un tel abandon. La maison devenait sombre, mais je ne pouvais pas me résoudre à bouger. Chaque craquement et grincement de la maison me faisait espérer, bêtement, qu'il reviendrait, que tout cela n'était qu'une leçon élaborée sur le dévouement académique. Lorsque le choc a commencé à s'estomper, une peur pratique a pris le dessus. J'avais 14 ans. Comment étais-je censé vivre seul? Qu'en était-il de la nourriture, des factures, des frais scolaires? C'est alors qu'un souvenir a refait surface au milieu de ma panique, mon grand-père. Avant que mon père ne se brouille inexplicablement avec lui, nous lui rendions visite régulièrement. Il travaillait comme gardien dans un foyer d'accueil et avait toujours un sourire chaleureux pour moi, sans jamais remettre en question mon amour pour l'art. Après des heures à fouiller dans des tiroirs et de vieux papiers, j'ai trouvé un carnet d'adresses enfoui sous le téléphone fixe. Mes mains tremblaient en composant son numéro, priant pour qu'il soit toujours valable. Quand sa voix chaleureuse a répondu, j'ai craqué complètement. À travers mes larmes, j'ai réussi à expliquer ce qui s'était passé. Sans hésiter, il a dit des mots que je n'oublierai jamais. J'arrive tout de suite, mon chéri. Prends ce qui compte pour toi. Mon grand-père est arrivé en un temps record, considérant qu'il vivait à 2 heures de route. Quand il m'a vu, en vêtements sales, le visage marqué par les larmes et entouré de mes fournitures artistiques, il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement pris dans ses bras, caressant mes cheveux avec une douceur infinie. J'avais presque oublié que cela pouvait exister dans le monde. Ton art est magnifique, murmura mon grand-père en regardant mes dessins éparpillés. Emmenons toi et ton talent dans un endroit sûr. Les années qui suivirent avec mon grand-père transformèrent complètement ma vie. Il vivait dans une petite ville de l'ouest du Massachusetts, dans une vieille maison entourée par la nature. Mon nouveau lycée n'avait rien à voir avec l'ancien, plus petit, plus bienveillant, avec des enseignants qui me voyaient comme une personne à part entière, et non comme une moyenne de notes. Pour la première fois, je pouvais respirer. Grâce à quelques manœuvres juridiques que j'appris plus tard, il avait menacé mes parents de faire intervenir les services de protection de l'enfance et d'exposer publiquement leur abandon. Mon grand-père avait réussi à obtenir d'eux un soutien financier de base. Mais cela marqua la fin de leur implication, je ne les ai jamais revus, jamais entendus, pas même une carte d'anniversaire. Mon grand-père devint mon plus grand soutien. Il transforma la véranda en atelier d'art, achetant des fournitures dans des ventes de garage et des marchés aux puces. Les fournitures d'art sont un investissement pour ton avenir, disait-il, même lorsque l'argent manquait. Il assistait à toutes mes expositions, photographiait chaque pièce que je créais et m'aida à constituer mon premier portfolio. En travaillant à mi-temps pendant le lycée, j'ai économisé chaque centime pour financer mes études d'art. Mes notes s'améliorèrent aussi, non pas à cause de la pression, mais parce que mes professeurs m'aidèrent à établir des liens entre l'art et d'autres matières. La géométrie devint une leçon de perspective et de composition,
la chimie m'aida à comprendre les pigments et la théorie des couleurs, et l'histoire m'inspira pour mes illustrations. J'ai obtenu une bourse partielle pour la Rhode Island School of Design. Avec une combinaison de prêts étudiants, de petits boulots et le soutien indéfectible de mon grand-père, j'ai réussi à terminer mes études. L'université fut une expérience transformatrice, j'ai trouvé mon style, ma voix et ma communauté. Mon projet de thèse, un livre pour enfants sur un jeune artiste qui trouve son chemin, attira l'attention d'une petite maison d'édition. La route vers le succès ne fut pas facile, mes premiers livres rapportaient à peine assez pour couvrir mes prêts étudiants. Je vivais dans un minuscule studio, prenais des missions freelance et me demandais parfois si mes parents n'avaient pas eu raison en disant que l'art était impratique. Mais je continuais à persévérer, à créer, et à croire en le chemin que mon grand-père m'avait aidé à tracer. Puis, il y a 3 ans, tout changea. Mon livre Le Jardin oublié, inspiré par le jardin de mon grand-père et son esprit bienveillant, résonna auprès des enfants et des parents. Les illustrations parlaient d'un sujet universel, grandir différemment, trouver son propre chemin et la puissance de l'amour inconditionnel. Le succès qui s'ensuivit me semble parfois encore irréel. Ce qui m'amène à hier, lorsque mes parents sont soudainement apparus chez mon grand-père. Ils avaient clairement suivi mes réussites, ils citaient des critiques de mon travail et mentionnaient mes récents prix. Mais leur apparence soignée ne parvenait pas à cacher leur situation désespérée. Grâce à des connaissances communes, j'ai appris la vérité sur leur situation actuelle. Ma mère fait face à plusieurs poursuites pour harcèlement à l'hôpital, en particulier concernant son comportement envers les patients masculins et le personnel issu de milieux éducatifs moins prestigieux. Mon père, quant à lui, a été contraint de démissionner après la diffusion d'enregistrements où il intimidait des élèves et des jeunes enseignants, se moquant de leur diplôme et de leurs perspectives d'avenir. Nous sommes une famille, insistait-il hier, debout sur le porche de mon grand-père. La famille doit se soutenir. Mais alors que je les regardais, ces personnes qui m'avaient abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux, qui ne revenaient que maintenant que j'étais couronné de succès et qu'ils étaient en difficulté, je ne ressentais rien d'autre qu'une froide certitude. Je les ai rejetés sans hésitation. Ils se sont mis en colère, criant sur le devoir filial et les obligations familiales. Ces mêmes parents qui m'avaient jugé indigne de leur temps et de leur amour exigeaient maintenant mon soutien. La situation s'est envenimée au point que les voisins ont dû appeler la police, qui a émis une ordonnance restrictive temporaire. Mon grand-père, qui a maintenant plus de 80 ans mais reste mon pilier, a tenu ma main tout au long de cette épreuve. En le regardant, j'ai compris ce que signifie réellement une famille, pas des liens de sang ou des obligations, mais l'amour, le soutien et l'acceptation. En écrivant ces lignes, je suis encore en train de tout assimiler. Ma dernière tournée de promotion de livres est suspendue pendant que je gère cette situation. Mes parents essaient de me contacter par divers moyens, insistant sur le fait que le sang est plus épais que l'eau et que j'ai une obligation de les aider. Certains membres de la famille élargie ont commencé à m'appeler, essayant de me culpabiliser pour que je fasse ce qu'il faut. Mais, assis ici dans la véranda de mon grand-père, entouré des fournitures artistiques qu'il continue d'acheter pour moi, simplement par amour, je sais que je fais déjà ce qu'il faut. Je réfléchis à prendre des mesures juridiques pour couper définitivement les derniers liens, mais une partie de moi s'interroge encore sur ma sœur. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'elle, elle avait quitté le pays il y a des années, incapable de supporter la nature contrôlante de nos parents. Parfois, je me demande si elle sait à quel point j'ai réussi, si elle a vu mes livres, si elle se souvient de ces moments tard dans la nuit où elle était la seule à croire en moi. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour vos commentaires et messages de soutien. La situation s'est considérablement aggravée au cours des dernières 48 heures, et je dois partager ce qui s'est passé. Hier matin, mes parents sont revenus chez mon grand-père, cette fois avec un avocat. Ils se tenaient dans la cour avant, criant sur les obligations familiales et la responsabilité filiale. Ma mère agitait des documents juridiques, prétendant qu'ils pouvaient m'obliger à leur fournir un soutien financier en vertu de la loi de l'État. La scène était surréaliste. Mon père, qui autrefois refusait de reconnaître mon existence sauf pour critiquer mon art inutile, pleurait maintenant en affirmant qu'il avait toujours été fier de mon talent naturel. Ma mère, qui se moquait des suggestions de carrière de mon professeur d'art, prétendait soudainement qu'elle avait toujours soutenu mes aspirations créatives. Nos voisins, alertés par le bruit, sont sortis. Madame Sullivan, qui habite à côté de mon grand-père depuis 30 ans, était choquée d'apprendre que ces gens bien habillés étaient les mêmes parents qui avaient abandonné leur fils de 14 ans. Elle a immédiatement appelé la police, tandis que son mari enregistrait la scène. Lorsque les policiers sont arrivés,
Mes parents ont essayé de se faire passer pour des parents soucieux tentant de se reconnecter avec leur fils à succès. Cependant, plusieurs voisins sont intervenus avec des témoignages sur la façon dont mon grand-père m'avait élevé seul depuis mes 14 ans. Les officiers ont été particulièrement intéressés d'apprendre que mes parents m'avaient laissé seul avec juste une note. L'officier Martinez, incroyablement compréhensive, a expliqué que les difficultés financières de mes parents ne créaient aucune obligation légale pour moi de les soutenir, peu importe leurs revendications. Elle nous a aidés à déposer une ordonnance restrictive d'urgence basée sur le harcèlement et le stress qu'il cause à mon grand-père. Le moment le plus révélateur est venu lorsque ma mère, frustrée par la présence de la police, a explosé et commencé à fulminer sur les pédigrés académiques. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment, son fils raté, était devenu plus prospère qu'elle. Sa façade soigneusement construite s'est effondrée, révélant la même bourreau élitiste qui avait rendu mon enfance misérable. Après qu'ils aient été escortés hors de la propriété, nos voisins ont organisé une surveillance de quartier informelle. Ils surveillent les allées et venues de la voiture de mes parents et ont accepté de documenter toute tentative de contact futur. Monsieur Sullivan a même fourni des images de caméras de sécurité pour nos dossiers. Mon avocat dit que nous avons un dossier solide pour une ordonnance restrictive permanente. Elle enquête également sur les implications juridiques de leur abandon lorsque j'étais mineur. Je ne suis pas intéressé à poursuivre des charges, mais elle pense que ces informations pourraient les dissuader de revenir. Ce qui est particulièrement marquant dans cette situation, c'est la véritable signification de la communauté et de la famille. Les voisins ont montré plus de soutien et de préoccupation que mes parents biologiques ne l'ont jamais fait. Monsieur Sullivan apporte du pain frais à mon grand-père chaque matin, et Madame Chen, qui habite de l'autre côté de la rue, a installé des lumières de sécurité supplémentaires gratuitement. Mon grand-père fait face à tout cela avec une force remarquable, mais je m'inquiète pour le stress que cela lui cause. Il ne cesse de dire qu'il va bien, mais j'ai remarqué qu'il se fatigue plus facilement. J'ai décidé de prolonger mon séjour ici et de travailler à distance pendant un moment. Mon éditeur a été compréhensif concernant le report de certaines apparitions. La partie la plus difficile est la complexité des émotions que cela suscite. Même si je suis ferme dans ma décision, une petite partie de moi ou ce garçon de 14 ans abandonné veut encore comprendre pourquoi. Pourquoi n'étais-je pas assez bien à l'époque? Pourquoi me veulent-ils seulement maintenant? Mais ensuite, je regarde mon grand-père, qui m'a aimé inconditionnellement alors qu'ils n'ont jamais pu m'aimer. Et je sais que je fais le bon choix. J'ai commencé une nouvelle série artistique à ce sujet, des dessins thérapeutiques capturant des émotions que je ne peux pas exprimer en mots. Mon grand-père me regarde parfois travailler, tout comme il le faisait quand j'avais 14 ans et que je venais d'arriver chez lui. Hier, il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Ils t'ont donné la vie, mais c'est toi qui t'es donné la permission de la vivre. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles de ma sœur. Je n'ai toujours aucun contact avec elle, mais cette situation m'a beaucoup fait penser à elle. J'espère qu'elle a trouvé son propre chemin vers la liberté. Mise à jour 2, quelque chose d'inattendu est arrivé aujourd'hui. Ma sœur est venue chez mon grand-père. Elle a tellement changé que j'ai failli ne pas la reconnaître au début. Ses cheveux sont plus longs, attachés en une queue de cheval décontractée, et elle a le teint hâlé d'une photographe travaillant à l'extérieur. Mais son sourire, lorsqu'elle a prononcé mon nom, était exactement le même que dans mes souvenirs. J'ai appris qu'elle travaille comme photographe de voyage, documentant des cultures et des paysages à travers le monde. Elle m'a vu aux informations à Rome, lorsque j'ai remporté la médaille Caldecott, et suit ma carrière depuis ce moment-là. Tes illustrations racontent des histoires qui transcendent les langues, dit-elle en me montrant certains de mes livres qu'elle a collectés dans différents pays. Autour de tasses de thé à la camomille préparées par mon grand-père, elle a partagé son histoire. Pendant sa dernière année à l'université, entourée de camarades poursuivant leurs propres passions diverses, elle a commencé à remettre en question les valeurs académiques rigides de nos parents. Le coup de grâce est venu lorsqu'elle a découvert qu'il surveillait secrètement ses activités universitaires et tentait de manipuler ses choix de cours pour qu'ils s'alignent sur leur plan de faculté de médecine. Un jour, je n'en pouvais plus, expliqua-t-elle. J'ai laissé une note disant « Ne me cherchez pas » et j'ai acheté un billet aller simple pour l'Europe. Elle a commencé par des petits boulots et des auberges, découvrant finalement un talent pour la photographie. Un magazine de voyage a remarqué son travail sur les réseaux sociaux, et depuis, elle parcourt le monde pour des missions photographiques. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Liam, je suis tellement désolée, j'aurais dû te contacter plus tôt » dit-elle, la voix tremblante. J'étais une lâche, uniquement concentrée sur ma fuite. Sa voix se brisa alors qu'elle continuait,
Chaque fois que je voyais des enfants lire tes livres dans différents pays, je pensais à mon petit frère qui me montrait ses dessins tard dans la nuit. Je n'ai pas pu retenir mes propres larmes. Nous avons parlé de ces nuits où elle me glissait des collations en cachette et m'aidait avec mes devoirs, tous deux piégés dans les attentes étouffantes de nos parents. Tu étais la seule à me voir à l'époque, lui ai-je dit. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne, tout comme elle le faisait lorsque j'avais du mal avec mes problèmes de mathématiques. Elle a également partagé ce qu'elle savait de la chute de nos parents. Leur comportement s'était apparemment aggravé après son départ. Sans aucun de nous deux à contrôler, ils étaient devenus de plus en plus tyranniques au travail. Maman avait commencé à harceler des patientes qui, selon elle, ne répondaient pas à ses normes éducatives, tandis que les abus verbaux de papa envers les étudiants et les jeunes enseignants avaient finalement eu des conséquences lorsque quelqu'un avait enregistré ses diatribes. Mon grand-père a observé notre réunion depuis son fauteuil préféré, essuyant parfois des larmes. Lorsque nous avons demandé ce qu'il y avait pour le déjeuner, il a disparu dans la cuisine et est revenu avec ses patates douces confites spéciales, celles qu'il préparait lors de nos rares visites d'enfance. Leur goût a ravivé des souvenirs de temps plus simples, avant que les ambitions de nos parents ne contaminent tout. Pendant le dessert, nous avons fait des plans pour l'avenir. Le prochain projet photographique de ma sœur se déroule à New York, à quelques heures d'ici. Nous avons décidé d'organiser des dîners familiaux mensuels chez grand-père, de véritables dîners familiaux remplis d'amour et d'acceptation, au lieu de pression académique et de critique. Parfois, je me demande s'ils nous ont déjà aimés, s'amusa ma sœur, alors que nous regardions de vieilles photos que notre grand-père avait gardées. Peut-être, d'une manière tordue, ai-je répondu. Mais ils aiment leur idée du succès encore plus. Elle hocha la tête, comprenant parfaitement. Avant de partir, ma sœur m'a serré dans ses bras et a murmuré, plus de pause de 20 ans, d'accord ? Tu es coincé avec moi maintenant, petit frère. Pour la première fois depuis la réapparition de nos parents, je me suis senti complètement en paix avec mes décisions. Leur abandon nous a conduits ici, à une sorte de liberté et de lien familial qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Mon grand-père a parfaitement résumé les choses après son départ. Parfois, les familles ne naissent pas, elles se construisent. Construites sur l'amour, la compréhension et les secondes chances. Il a raison, comme toujours. Alors que nos parents essayaient de nous forcer dans leur moule de succès, la vie avait d'autres plans. Ma sœur a trouvé son art à travers un objectif de caméra, j'ai trouvé le mien à travers l'illustration, et ensemble, nous avons retrouvé ce que signifie vraiment être une famille. Merci à tous pour vos commentaires de soutien. Oui, nous maintenons l'ordonnance restrictive contre nos parents. Notre nouvelle famille est peut-être plus petite, mais elle repose sur une base plus solide que ce que les diplômes académiques pourraient jamais offrir. Mise à jour 3. Cela fait 2 semaines depuis le retour inattendu de ma sœur, et je sens que je peux enfin partager comment les choses se sont mises en place. Aujourd'hui, quelque chose de magnifique s'est produit, capturant parfaitement notre nouvelle réalité. Mon grand-père nous a surpris en préparant ces patates douces confites spéciales, les mêmes qu'il faisait lors de nos rares visites d'enfance, quand nos parents nous laissaient venir ici. J'ai attendu des années pour vous voir les partager à nouveau, dit-il, les yeux pétillants, en déposant le plat sur la table. Ma sœur et moi avons échangé un regard et ri, nous souvenant de la façon dont elle me gardait secrètement une part lorsque nos parents ne regardaient pas. En savourant les patates douces, nous avons appris plus de détails sur la situation actuelle de nos parents grâce à des connaissances communes. L'histoire complète est pire que ce que nous pensions au départ. Les harcèlements de papa à l'hôpital n'étaient pas seulement liés au diplôme. Il avait également fait des avances inappropriées à des patientes, mais uniquement à celles qu'il jugeait issues de milieux académiques adéquats. Pendant ce temps, les brimades de maman à l'école s'étaient intensifiées, au point où plusieurs élèves ont développé des troubles anxieux, menant à de multiples poursuites de la part des parents. Ils ont tout perdu, tout ce qu'ils utilisaient autrefois pour juger les autres. Le conseil médical a révoqué la licence de papa après de nombreuses plaintes, et maman a été licenciée lorsque des enregistrements de ses critiques envers des enseignants plus jeunes à propos de leurs diplômes inférieurs ont fait le tour des cercles éducatifs. Les procès les ont forcés à payer des indemnisations importantes, épuisant leurs économies et leurs fonds de retraite. Maintenant, ils occupent des emplois de niveau débutant sous la supervision de personnes qu'ils auraient autrefois méprisées pour leur manque de qualifications académiques. Papa remplit les rayons dans une chaîne de pharmacie, et maman effectue des tâches administratives dans un collège communautaire, tous deux sous la direction de responsables n'ayant qu'un diplôme de lycée. C'est une ironie du sort particulièrement amère. Mais comme l'a dit ma sœur, peut-être qu'ils apprendront enfin que la valeur humaine ne se mesure pas au diplôme. Honnêtement,
leur chute ne nous concerne plus. Nous nous concentrons sur la construction de quelque chose de nouveau et de beau à partir des cendres de notre passé. Aujourd'hui, ma sœur a eu une idée incroyable, nous allons organiser des dîners familiaux mensuels chez grand-père. De vrais dîners familiaux, où personne n'est exclu et où il n'y a pas d'interrogatoires académiques au-dessus du plat principal. Ma sœur déménage son entreprise de photographie à New York, à quelques heures d'ici. Son dernier projet consiste à documenter les relations familiales intergénérationnelles à travers différentes cultures, inspirée, dit-elle, par la façon dont elle nous voit interagir avec notre grand-père. De mon côté, je travaille sur un nouveau livre pour enfants sur le thème de la famille véritable. Oui, il y aura certainement un grand-père chaleureux qui cuisine des patates douces magiques. Quant à notre grand-père, il s'épanouit complètement avec nous deux à ses côtés. Aujourd'hui, il a sorti une boîte contenant de vieilles œuvres d'art et des photos qu'il avait conservées au fil des ans, des dessins que je pensais perdus à jamais, des photos secrètes de ma sœur jouant au basket-ball alors qu'elle était censée étudier. J'ai toujours su que vous aviez des rêves différents, nous a-t-il dit. J'attendais juste le jour où vous seriez libre de les suivre. Nous avons passé des heures à parcourir cette boîte, partageant des souvenirs et guérissant de vieilles blessures. Ma sœur a retrouvé un croquis que j'avais fait d'elle quand nous étions enfants, travaillant tard dans la nuit dans sa chambre. J'ai trouvé une photo qu'elle avait prise secrètement de moi, en train de dessiner dans le jardin, couvert de poussière de craie et complètement heureux. Notre grand-père avait préservé ces morceaux de nos vrais, nous, tout ce temps. Le contraste entre nos anciens dîners de famille et le rassemblement d'aujourd'hui ne pourrait pas être plus frappant. Au lieu d'un silence tendu interrompu uniquement par des interrogatoires sur nos notes et résultats, notre conversation coulait librement entre les récits de voyage de ma sœur, mes dernières illustrations et la sagesse générale de notre grand-père. Nous avons ri jusqu'à en pleurer autour des patates douces, qui, d'une certaine manière, avaient un goût encore meilleur que dans nos souvenirs. Alors que la soirée touchait à sa fin, ma sœur et moi avons aidé à nettoyer la cuisine, une tâche que nos parents ne nous auraient jamais laissé faire parce que cela prenait du temps sur nos études. Mon grand-père nous regardait travailler ensemble, les larmes aux yeux. Ça, dit-il, c'est ce que signifie vraiment une famille. Nous avons décidé de maintenir l'ordonnance restrictive contre nos parents. Leurs tentatives répétées de nous contacter par divers moyens n'ont fait que renforcer notre détermination. Comme l'a dit ma sœur, ils ont eu leur chance d'être une famille. Ils ont choisi le prestige académique à la place. En regardant vers l'avenir, nous prévoyons de rénover une partie de la maison de grand-père. Ma sœur transforme l'ancien bureau en chambre noire pour sa photographie, et je suis en train d'installer un véritable atelier d'art dans la véranda, là où j'ai commencé à dessiner après avoir emménagé ici. Ces espaces représentent tout ce que nos parents ont essayé de réprimer, nos véritables passions, nos talents authentiques, nos vrais, nous. Mon grand-père l'a parfaitement résumé ce soir, alors que nous partions. Parfois, les familles ne naissent pas, elles se construisent. Construites sur l'amour, la compréhension et les secondes chances. Il a, comme toujours, raison. Alors que nos parents essayaient de nous forcer dans leur moule de réussite, la vie avait d'autres plans. Ma sœur a trouvé son art à travers un objectif de caméra, et moi, à travers l'illustration. Et ensemble, nous avons retrouvé ce qu'une famille devrait vraiment être. J'ai trouvé ma voie à travers l'illustration, et ensemble, nous avons retrouvé ce que signifie vraiment être une famille. À tous ceux qui ont suivi notre histoire et nous ont offert leur soutien, merci. Nous sommes la preuve que parfois, perdre une famille toxique est la première étape pour en trouver une véritable. Pour ceux qui se posent des questions sur les aspects juridiques, oui, nous maintenons les 2 ordonnances restrictives, et non, nous n'avons eu aucun contact direct avec nos parents. Notre famille est peut-être plus petite maintenant, mais elle repose sur une base plus solide que tout ce que des diplômes académiques auraient pu fournir.